Eh bien, ça y est, on y est. Bonjour Jonathan Ayoun, qui est le fils d'un ami de longue date, d'abord, qui est entrepreneur, qui est consultant en innovation, et à chaque fois qu'il y a une idée et qu'il y a une nouvelle technologie, il sait rebondir, créer des produits et réussir. Et c'est ça, et il enseigne l'IA, et il vous en racontera tout ça dans 30 secondes. Et puis surtout, il a publié un super petit bouquin chez First, qui est un mémo, ce qui fait que cette conférence, même si vous n'avez pas tout compris, quand vous allez rentrer chez vous, ben vous allez l'avoir et vous allez pouvoir repartir et vous entraîner. Voilà. Non, mais c'est nous qui avons la compréhension difficile. Merci John, je te passe la parole. Merci Daniel. Merci Patrick, merci à tous. C'est un bel honneur pour moi, c'est vraiment une joie pour moi même de faire ce que je vais faire avec vous pendant 1h30. J'ai en tête que ce laps de temps me permette de vous démystifier et surtout vous démontrer les bénéfices d'usage que vous allez pouvoir vous retirer de ce type d'outils. Notamment sur des tâches très chronophages ou sur des tâches répétitives. Je vais vous montrer qu'avec les outils comme ChatGPT, dont vous avez déjà dû tous entendre parler, on va pouvoir redéfinir le mot productivité et gagner beaucoup de temps sur différentes tâches qui nous incombent tous les jours ou une fois par an, par exemple, pour les appels aux subventions, etc. Donc j'ai essayé de comprendre votre réalité en échangeant régulièrement avec Daniel notamment, avant cette conférence. Et j'ai commencé à réfléchir à quels étaient les usages de ChatGPT et des autres outils d'IA générative lors de la cérémonie d'APAT il y a quelques mois en arrière. Je ne vous cache pas que j'ai pris une claque au sens littéral du terme. Ma mère est décédée dans des conditions particulières et donc j'ai assisté à ça pendant 2 ans. Et notamment l'association Elle Danse m'a particulièrement touché puisqu'ils interviennent directement à l'hôpital Gustave Roussy où j'ai passé un peu de temps moi-même. Et je me suis dit, toi qui es en train d'accompagner les grands groupes, toi qui es en train de réfléchir au futur du travail et au futur de l'éducation à l'ère de l'IA générative, eh ben, tu peux peut-être apporter quelque chose à DAPAT et l'important c'est de pouvoir le faire comme ça d'une pierre 30 coups. Donc je vous propose de commencer. Alors, pour me présenter brièvement, effectivement, j'ai écrit un livre récemment qui est sorti en août 2024 dans lequel je résume des théories et des méthodes, des process que j'ai travaillés ces 2 dernières années. Parce qu'on est vraiment sur une nouvelle discipline, donc il faut comprendre déjà comment faire et quels vont être les usages, aussi bien dans l'enseignement supérieur et même à la limite dans l'éducation au sens large du terme, et son impact dans les différents services, aussi bien ressources humaines, marketing, direction. Tout est à peu près bouleversé par les usages qu'on va pouvoir trouver. Donc j'ai cofondé la première formation de France sur le sujet du prompt engineering. Donc le prompt engineering finalement c'est l'art de formuler les bonnes requêtes. J'accompagne la FEDE, donc, qui est une fédération européenne des écoles, donc 35 pays, 4 continents, 520 écoles dans le monde entier, et j'accompagne donc les directeurs d'école et les formateurs dans l'intégration de ces outils pour redéfinir un petit peu leurs usages et surtout s'adapter à des étudiants qui, eux, en face, ont tous accès à ces outils. Bon. Pour vous parler un petit peu du programme. Durant cette 1h30, je vais essayer donc de faire en sorte que nous ayons les mêmes repères spatio-temporels, puisque j'imagine qu'on n'a pas tous le même niveau de maturité en termes de technologie. Donc l'idée, c'est déjà de s'assurer qu'on ait tous des notions communes. Ensuite, je vais vous démontrer les différents outils. J'ai fait une sélection d'outils pertinents pour vos activités, pour votre réalité de responsable d'association. Ensuite, je vais vous donner les techniques de prompt, que j'enseigne déjà depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, puisque l'idée, c'est pas de juste vous démontrer les usages, mais c'est aussi de vous donner des techniques que vous pourrez après utiliser directement dans vos process. Les points de vigilance, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, hein, c'est hyper important qu'on soit tous conscients de l'importance de préserver l'humain au cœur du process, mais bon, je pense qu'ici, c'est déjà clair. C'est pour ça que ça sera très rapide, les compétences comportementales, hein, parce que bon, vous êtes tous des gens inspirants, vous êtes tous tournés vers les autres, et ça, bon, je n'ai pas normalement besoin de réexpliquer, comme je le fais dans des grands groupes, même supposer que ça soit le cas, qu'ils aient besoin de se rappeler un petit peu ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, et accessoirement les compétences citoyennes. Ça a toujours été très important, mais à l'ère de l'IA générative, il semblerait que ça le devienne encore plus. En tout cas, c'est mon approche, et à la fois un élément distinctif. Et après, évidemment, je vous propose de noter des questions,
même si je saurais interagir, mais je pense que c'est plus facile sur ce format-là, de noter vos questions et de me les poser dans la demi-heure que je vais garder à la fin spécialement pour ça. Ok? Alors allons-y. Bon, déjà, comme on a dit tout à l'heure, qui a déjà entendu parler de ChatGPT? La quasi-intégralité de l'Assemblée. Bon, très bien. Combien se sont posé la question de ce que veut dire l'acronyme GPT? Là, normalement, on perd quelques personnes. Je suis là pour ça. Donc il faut qu'on ait en tête que le G de GPT, c'est déjà le G de générative, génération. On est face à des outils qui vont être capables de générer des textes, générer des images, générer des musiques, des vidéos, du code informatique et même des voix. Vous voyez, donc quand on dit génération de contenu, on parle vraiment d'un panel d'usages qui s'offre à vous. Ensuite, le P de GPT, c'est le P de pre-trained, finalement pré-entraînement, tout simplement. Il faut qu'on ait tous en tête que ce sont des outils, des modèles qui ont les capacités d'aujourd'hui uniquement parce qu'elles ont été entraînées sur des centaines de milliards de données. Et je suis précis, des centaines de milliards de données. Donc finalement, on les a tellement entraînées sur une quantité d'informations astronomiques qu'elles sont capables, lorsqu'on leur pose les bonnes questions et qu'on les formule bien, d'aller chercher dans cette manne d'informations et de nous restituer des choses pertinentes. Sous réserve, encore une fois, qu'on soit capable de formuler les requêtes efficacement. Et on peut comprendre, quand vous voyez la différence entre un chihuahua et un muffin, le nombre d'images qu'il a fallu lui fournir pour qu'elle arrive à distinguer les deux. Et le T, c'est le T de Transformers. Finalement, ça c'est important au niveau de l'histoire de l'IA qu'on va reparcourir brièvement ensemble. Les Transformers, donc à partir de 2017, vous avez des chercheurs de Google qui font une découverte qui finalement donne la capacité à la machine de comprendre le langage naturel. Et ça, on le doit à cette découverte informatique, donc les Transformers. Finalement, vous voyez, comme on utilise nous les humains par l'IA, donc d'un côté on a appris sur beaucoup de données, ensuite on a appris à modéliser, à faire des prédictions. Donc grâce à un entraînement très volumineux, elle est capable de savoir, la machine, quel est le mot qui vient à la suite de manière probabilistique. Donc est-ce que c'est un fonctionnement proche du cerveau humain? Non. En revanche, c'est capable de fournir des résultats pertinents grâce à ce fonctionnement de Transformers. Bon, dorénavant, vous saurez ce que veut dire GPT. Ce qui me paraît important aussi, c'est de vous rappeler des définitions. Qu'on ait tous les mêmes définitions, parce qu'on a des approches différentes en fonction des spécialistes et des experts parfois qu'on voit naître un petit peu tous les jours sur LinkedIn. Donc l'intelligence artificielle, c'est finalement désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et vous voyez, ce n'est pas ma définition, c'est la définition du Parlement européen. Ensuite, l'intelligence artificielle générative. Donc finalement, c'est celle dont je suis venu vous démontrer les bénéfices d'usage pour vos activités. C'est une intelligence artificielle générative, un système capable de créer du texte, des images et d'autres contenus. Vous voyez pourquoi je prends un temps pour vous rappeler l'acronyme GPT, parce que finalement, c'est un début de définition. À partir d'une instruction, à partir d'une requête, le prompt, ça aussi, c'est un terme que vous allez entendre un petit peu avec moi, parce que finalement, le prompt, c'est la manière de formuler une requête pertinente à un outil d'intelligence artificielle générative. Et ça, c'est la définition de la CNIL. Ensuite, parce que là aussi, il y a de grands débats depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, sur qu'est-ce que l'intelligence. Donc je vais prendre la deuxième signification du Petit Larousse, aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. J'ai l'impression qu'ici, nous sommes face à l'intelligence. Et pour avoir une définition commune, parce que je trouve que c'est très important, surtout quand on est face à une innovation, à une nouveauté, j'ai une définition que j'adore de Jean Piaget. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment pour moi la meilleure définition, la meilleure approche qu'on puisse avoir de l'intelligence. Surtout dans une situation de changement comme nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà sur la partie définition. Maintenant, je voudrais qu'on se replonge rapidement dans l'histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière à ce qu'on ait des repères spatio-temporels similaires.
Donc on peut considérer que l'IA, l'intelligence artificielle, le terme a été utilisé pour la première fois en 1956, lors de la conférence de Dartmouth par John McCarthy et ses confrères, tous chercheurs en informatique. Voilà, 56, c'est la première fois qu'on utilise le terme intelligence artificielle. Alors vous avez quand même un article important de Warren McCulloch là, sur donc 1943, c'est la première fois qu'on parle de réseau de neurones artificiels. Donc déjà on est proche de ce qu'on approche, pardon, nous sommes très près de là où nous en sommes en 2024. Ensuite, il y a le test de Turing. Alors Turing, vous en avez tous déjà entendu parler, c'est celui, ou plutôt celui grâce à qui je ne fais pas la conférence en allemand, puisque c'est celui qui a craqué la machine Enigma des nazis à l'époque, et c'est un des pères fondateurs de l'ordinateur. Donc si vous voulez, c'est plutôt... Et en plus, il semblerait quelques lignes autistiques Asperger. Tout à fait, Patrick. Ensuite, autre date importante dont je pense qu'on a tous eu connaissance à l'époque, c'est la victoire de la machine sur Garry Kasparov, champion du monde des échecs. Ça aussi, ça a été un moment important de l'histoire de l'intelligence artificielle. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que pour me replonger dans l'histoire, notamment avec mes élèves, j'adore regarder des images de l'INA. Donc revoir un petit peu comment ça se passait à l'époque, de me remettre dans la situation, je trouve que ça sert beaucoup. Et en regardant donc des conférences de ce moment où l'IA bat le champion du monde des échecs, les journalistes disent à l'époque, s'il y a au moins un truc qui nous rassure, c'est qu'elle ne pourra jamais battre le meilleur joueur du monde de Go. Le Go, c'est un jeu ancestral, un peu comme les échecs, où tout le monde joue en Chine depuis 3000 ans. Pour vous donner une échelle, si je ne dis pas de bêtises, je pense que de mémoire, il y a 60 cases aux échecs, et là, vous en avez plus de 360 au jeu de Go. 64 ? Ok, merci. Donc voilà, mais malgré tout, c'est factorisé. Enfin, on a vraiment un volume de possibilités qui est factorisé, et on partait du postulat qu'une machine ne pourrait jamais être compétitive face à un humain. Et finalement, en 2017, elle finit par gagner contre le meilleur joueur du monde de Go, Keiji. Ensuite, on arrive à novembre 2022, lancement de ChatGPT, et là, au début, les gens comme moi, hein, les innovateurs ou les geeks, s'emparent un petit peu de l'outil et constatent qu'on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, en termes de capacité textuelle, en termes de capacité de calcul, en termes de capacité de résolution de problèmes. On commence vraiment à se dire, oh, là c'est quelque chose de puissant. Et je me souviendrai toute ma vie, les premières fois où je fais des itérations, où je commence à faire mes premiers tests, je me dis, ouf, là vraiment, les choses vont changer, le monde va changer, puisqu'on n'a pas vécu ça, et je pèse mes mots, depuis l'invention de la machine à vapeur, du feu ou de l'imprimerie. Et 2024, ChatGPT 4o, donc celui que je vais vous présenter brièvement, c'est le modèle actuel. On a aussi un cadre légal, dont je vais reparler juste après, qui est l'IA Act, qui est en cours de validation, qui est passé, normalement il sera valide à partir de avril 2026. Là, on est un peu dans un flou juridique actuellement, et on peut assister, évidemment, comme à chaque innovation, à certaines dérives en absence de cadre légal. Donc, voilà, les documents que je vous inviterai à lire par la suite, indépendamment du petit bouquin qui résumera totalement le côté opérationnel des méthodes et pour bien utiliser les outils, je vous inviterai à lire le rapport de la commission gouvernementale qui a été publié en mars 2024 et qui rappelle par branche d'activité quelle est la meilleure posture qu'on puisse prendre en tant que Français, en tant qu'entreprise française, en tant qu'institution française. Et donc là, ce n'est pas le travail de John Ayoun, c'est le travail d'une cinquantaine d'experts qui travaillent sur le sujet depuis 2 ans. Et qui ont rendu un rapport au président de la République qui est assez intéressant et sur lequel je me suis appuyé pour imaginer le futur de l'éducation. Bon. Et donc l'IA Act, je vous l'ai dit en général, donc, à la Commission européenne, quand une loi passe, il faut attendre environ 2 ans et 20 jours pour qu'elle soit réellement appliquée. Donc vous voyez, pendant ce temps-là, on va encore être dans un flou juridique et on va assister évidemment à des dérives. Mais ça, c'est pas de la faute de l'outil, c'est la faute de l'humain qui l'utilise. Juste pour vous donner une échelle de temps qui me paraît importante. Le record pour avoir 1 million d'utilisateurs, même s'il est difficile de comparer un réseau social et un outil comme ChatGPT, malgré tout c'est une technologie qu'on adopte en tant qu'humain, le record était de 2 mois et demi et il datait de 2010. ChatGPT est sorti en novembre 2022, il a fallu 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. Vous voyez, ce genre d'échelle, moi, au niveau de l'histoire, je n'ai pas de comparatif à vous donner.
en tout cas au niveau du monde de l'Internet. Ensuite, parce que j'aime bien tout de suite présenter les avis divergents, si vous pensez que vous avez loupé le train, rassurez-vous, le train est encore totalement ici. J'aime bien comparer ça, c'est pas de moi, hein, c'est du fondateur d'OpenAI, Sam Altman. Il considère que nous sommes actuellement au Nokia 3310. Alors je pense qu'on a tous fait une petite partie de Snake à un moment ici. Ça arrive à des gens bien. Bon. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon voilà, on est au Nokia 3310. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce téléphone et l'iPhone 1? Et qu'est-ce qui s'est passé entre l'iPhone 1 et l'iPhone 16 Pro Max qui sort demain? Il s'est quand même passé beaucoup de choses au niveau de l'évolution. Même si on est sur des innovations incrémentales, donc petite innovation par petite innovation, malgré tout, il y a un bond entre les deux terminaux. Donc voilà, c'est une manière de dire, ça va vite, mais il est encore temps d'adopter la technologie. Voilà pour la partie histoire, pour qu'on ait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mêmes repères. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans l'opérationnel et vous présenter quelques outils qui pourront vous servir à tous en tant que représentants d'associations. Voici les outils. Donc là, c'est une sélection d'outils, mais je ferai un mail à la suite avec une sélection très précise, les liens, comme ça, Daniel et Patrick vous enverront directement un mail bien fait, évidemment avec le support, donc vous pourrez aussi avoir le support que vous garderez pour vous, évidemment, et ça sera un peu comme un guide en plus du bouquin pour avancer tranquillement à l'ère de l'IA générative. Donc vous voyez, c'est aussi une manière de dire, il existe des outils pour à peu près tous les métiers, tous les services, toutes les fonctions derrière un ordinateur. Vous voyez, on voit des outils de génération d'images, on voit des outils de génération de texte, dont Mistral.ai, on voit des outils de productivité, on voit des outils de copywriting. Alors le copywriting, il ne faut pas confondre avec la protection de marque ou la protection industrielle. Le copywriting dans l'ère d'Internet, c'est plus l'art d'utiliser les bons mots pour inciter les gens à interagir avec vos contenus. Donc c'est une compétence qui va beaucoup vous servir quand vous souhaitez créer des contenus à destination des réseaux sociaux pour trouver des bénévoles ou des donateurs, par exemple. Des chatbots, des médias sociaux, des outils de marketing, de présentation, etc. Oui, on peut aussi maintenant créer une présentation très rapidement grâce à un outil d'intelligence artificielle générative. Des outils, il en existe beaucoup, et c'est pour ça que je prendrai le temps de faire une sélection précise en me basant sur votre réalité professionnelle et votre réalité dans la sauce. J'ai d'ailleurs créé Associa, que vous voyez là, que vous pourrez utiliser rapidement, même si vous n'avez absolument aucune connaissance et ni l'envie de monter en compétence sur le sujet. J'ai créé un chatbot spécialisé qui a été préconfiguré, pré-entraîné sur assister des représentants d'associations. Donc c'est le QR code qui est là, vous n'avez qu'à le scanner et après vous commencez un échange avec lui et il vous posera directement des questions pour comprendre votre réalité. Et donc ça, c'est vraiment un outil clé en main, opérationnel, qui a été créé à la suite des prix d'APAT. Donc il est déjà en ligne depuis quelques temps, et il y a déjà des assos qui commencent à l'utiliser. Notamment, il est de très bons conseils pour aller récupérer les budgets Google AdWords. J'expliquais à Daniel la dernière fois, et je pense que une partie d'entre vous n'est pas conscient de ça, il suffit de faire la demande auprès de Google pour que vous puissiez récupérer 10 000 € par mois de campagne sur Google, offert par Google, du simple fait que vous soyez une association. Donc ça, c'est magnifique et je vous invite vraiment à faire les démarches. Je mettrai le lien dans le mail, évidemment. Et, parce que c'est bien beau d'avoir 10 000 € de budget, après derrière, il faut savoir faire des campagnes, donc il faut avoir des marketeurs, qu'est-ce qu'on en fait? Lui, il est là pour vous accompagner, pas à pas, dans la sélection des mots-clés et dans la mise en place de vos premières campagnes. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme un assistant expert, un marketeur, un espèce de consultant qui a été entraîné spécifiquement pour vous accompagner dans l'intégration des outils d'IA générative dans votre réalité professionnelle. Je vais vous montrer un exemple de vidéo que j'ai généré en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, grâce à un outil d'intelligence artificielle.
Donc vous imaginez ce type de contenu pouvoir être diffusé à vos logos, à vos couleurs, à vos missions, à votre engagement, assez rapidement grâce à un outil adapté. Voilà, plus besoin de débloquer des budgets pharaoniques ou de passer un temps extrêmement long. On note pour après, je répondrai à tout. Et on ressort comme ça avec des contenus vidéo qui vont vous permettre de communiquer plus efficacement, qui vont vous permettre d'attirer peut-être des nouveaux donateurs et tout simplement d'avoir une présence et de développer votre image de marque, parce que je sais que ce n'est pas la mission principale d'une association, mais je crois que c'est quand même très important de communiquer sur tout ce qu'on met en place. Ça peut inspirer des gens, ça peut donner envie à des gens aussi de vous rejoindre, et que la vidéo, vous savez, Confucius disait une image vaut 1000 mots. Alors je crois que c'est toujours vrai, et une vidéo en vaut peut-être 10 000 ou 100 000, donc voilà, ça vous fait... ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, grâce aux bons outils, vous pouvez faire des vidéos pour vos réseaux sociaux, pour vos sites internet, même en interne, pour pouvoir communiquer efficacement. Et je vous enverrai évidemment le lien de l'outil, comptez sur moi. Là, c'est un exemple de pub que j'ai généré avec un outil de génération d'images qui m'a permis, donc en lui expliquant, grâce à un bon prompt, notre prochain sujet, on peut générer effectivement des campagnes de pub assez efficaces, assez rapidement, grâce à des outils d'IA générative. J'ai parlé d'usage, voici quelques exemples. Même si là, j'ai réussi normalement à vous démontrer qu'on peut faire des vidéos et des images. Là, on va regarder ensemble, donc, par exemple, la planification de projets associatifs. Donc, pour organiser et suivre les projets de l'association avec des outils adaptés à la gestion associative, feuille de route, calendrier, priorité. Et là, vous avez un exemple de prompt. Contexte, gestion d'une association aidant les femmes en détresse. Agir en expert en gestion de projets associatifs. Créer un calendrier de suivi, pour un projet en cours. Forme, tableau de planification hebdomadaire. Sur un ton structuré. Évidemment, il va avoir besoin que vous lui fournissiez quelques informations sur votre assos, mais avec ce prompt-là, il va déjà être capable de proposer une ligne éditoriale ou une planification du projet. Rédaction de propositions de subventions, puisqu'il semblerait que c'est un sujet récurrent. Donc, rédiger des dossiers solides pour obtenir des financements et subventions tout en expliquant l'impact social de l'association. Vous savez, j'ai rapidement compris qu'on était face à des outils qui pouvaient faire de grandes choses, mais qui n'avaient pas le don de médiumnité, qui ne savaient pas lire dans nos esprits. Donc la moindre des choses, si vous voulez obtenir des résultats pertinents de la part de ces outils, c'est de leur parler de votre réalité, de leur parler de vos missions, de votre raison d'être. Et c'est finalement en comprenant ça qu'il sera capable d'être au plus proche de vos attentes et de votre niveau de pertinence attendu. Et ensuite, par exemple, réponse aux femmes en détresse. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui demander d'avoir un rôle d'assistant social numérique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça remplace qui que ce soit, je suis juste en train de dire que ça peut être une solution pour apporter des réponses 24 heures sur 24. Parce que personne ici n'a le don d'ubiquité. Donc j'ai déjà réfléchi beaucoup à ça aussi en psychologie. Je pense que le futur, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition des chatbots qui vont être capables d'apporter des éléments de réponse à 3 heures du matin, quand vous reposez par exemple, ou quand il n'y a personne qui est là, disponible. Au moins, si on prend le temps d'entraîner un robot expert de notre thématique et des solutions qu'on peut apporter, alors il pourra préqualifier le besoin de la femme en détresse ou de la personne qu'on accompagne. Voilà, c'est toujours pareil, j'ai compris ces derniers mois, ces dernières années, que c'est important que j'essaie de cartographier avec vous les usages, comme ça vous permet de dire, ah, si on peut faire ça, alors ça a du sens, je vais essayer. D'où ce tableau. Voilà. Donc, dans cette première partie, j'ai voulu donc vous donner des repères spatio-temporels similaires, ok. Maintenant, vous avez compris plus ou moins le champ d'usage qui s'offre à vous, en tout cas, je l'espère. Et donc, maintenant que je vous ai montré ce qu'on peut faire, évidemment, et c'est peut-être là où je vais vous apporter le plus de valeur opérationnelle, c'est vous donner les méthodes de prompt pour rédiger des requêtes efficacement. Donc, avril 2023, passé quelques nuits, quelques conflits familiaux, m'engager beaucoup dans cette révolution. Et la première méthode qui me semble, et qui est toujours appliquée, toujours utilisée par beaucoup de professionnels et que je continue d'enseigner en école supérieure, c'est la méthode CRAFT. La méthode CRAFT, c'est finalement, quelle que soit la demande, personnelle, professionnelle, associative, il faut toujours donner un contexte, un rôle, une action précise, un format et un ton. 80% des gens qui ont essayé vont commencer par donner une action directement et finalement être très déçus du résultat. Vous voyez, un effet déceptif. Mais comme je vous l'ai dit,
On est face à une machine qui s'est entraînée sur des centaines de milliards de données, qui ne connaît pas votre réalité d'utilisateur. Donc si vous ne prenez pas le temps à un moment de lui expliquer tout ça, alors vous n'aurez pas de réponse pertinente et efficace. Donc dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Contexte. Dans un contexte de gestion quotidienne de l'association, superviser les opérations et garantir une utilisation efficace des ressources pour mener à bien les projets de soutien aux femmes en détresse. Dans un contexte d'accompagnement des femmes victimes de violences, dans un contexte de coordination des bénévoles et du personnel, dans un contexte de recherche et de financement et de subvention, dans un contexte. D'accord? Là, j'ai voulu ramener ça à des exemples qui normalement vous parlent, mais l'idée, c'est de toujours savoir fournir un contexte à la machine. Une fois que vous lui avez donné un contexte, vous allez pouvoir lui attribuer un rôle. Et là, on tient peut-être une des étapes les plus importantes. Agis comme un expert en marketing, agis comme un expert en rédaction de contenu, agis comme un expert en développement d'associations, agis comme un expert en cartographie du bien-être pour une femme post-traumatique, etc., etc. On peut même aller chercher des compétences très spécifiques, et pour s'assurer qu'il a été entraîné sur les mêmes données que vous considérez comme vous des données pertinentes, vous pouvez aussi lui dire, par exemple, intéresse-toi aux travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience et propose-moi un programme qui reprend les principaux enseignements de Boris Cyrulnik. Moi, pour vous donner un exemple qui n'a absolument rien à voir, je me suis créé une sorte de père Castor d'histoire pour mes enfants le soir, inspiré de Confucius et de Boris Cyrulnik. Comme ça, les enfants donnent des éléments d'histoire qu'ils veulent le soir que je raconte. Et ça me fait un espèce de mélange avec des valeurs et une raison d'être qui me plaît bien. Donc c'est topissime. Là, c'est pareil, c'est pour vous donner des exemples d'usage. Ils dorment vraiment Non, parce que c'est assez léger quand même. On peut aussi dire à qui se destine le message. Néophyte, public de 8 à 12 ans, public de... Voilà. Et donc il sait adapter le discours en fonction du destinataire du message. Bon, le rôle. Vraiment le rôle, on tient quelque chose de très important, parce que finalement, dans ces centaines de milliards de données, on lui dit tout ce que tu sais sur l'architecture, ça ne m'intéresse pas. Va juste chercher ton expertise en développement associatif ou en développement thérapeutique, etc. etc. Okay ? Le rôle. Contexte, rôle. Une fois que vous lui avez donné donc, ces deux éléments fondamentaux, vous allez pouvoir seulement maintenant lui demander l'action. Donc vous vous rappelez, hein, on a dit 80% des gens avant d'être formés ou avant d'être conscients de ces règles-là commencent par donner une action, sont déçus. Là, on peut donner l'action puisqu'il sait dans quel contexte et il sait quelle expertise vous lui demandez. Donc maintenant, on peut déplier. Rédige un plan stratégique pour l'association sur les 3 prochaines années, crée un modèle de dossier de demande de subvention, rédige un guide d'accompagnement pour les bénévoles, etc., etc., etc. Peut-être que c'est là où j'ai le moins à vous influencer ou vous inspirer, puisque l'action, vous êtes bien placé pour savoir et connaître ce que vous avez besoin. Exactement. Donc maintenant que ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA générative, hein, parce que cette méthode-là s'applique à ChatGPT, mais s'applique à Gemini, s'applique à Mistral, s'applique finalement à tout ce qu'on appelle les LLM, donc les ChatGPT et compagnie. Large langage modèle. Centaines de milliards de données d'entraînement. Large langage modèle, tout simplement. Donc c'est des méthodes qui vont fonctionner aussi bien pour générer des musiques, générer des vidéos, générer des photos. En fait, ce que je suis en train de vous donner là, c'est finalement la clé de l'IA générative. C'est le prompt. Maintenant que vous avez donné tout ça, vous allez pouvoir lui parler d'un format. Et oui, on est face à un outil qui est capable de sortir différents formats. Et là aussi, j'ai pris de grosses claques lors de mes premiers usages. La première fois que j'ai demandé à ChatGPT de me coder directement une page web, bon, moi c'est un dossier que je maîtrise, peut-être vous un peu moins, mais c'était fou. Aucune compétence en code, capable de générer une page web comme ça quand ça fait 15 ans que vous faites du site web. Vous dites waouh. Et vous pensez aussi au futur des développeurs évidemment, mais vous vous dites quand même là on est dans une évolution incroyable. Non mais on est obligé d'y penser. Donc du code informatique, des poèmes, des scénarios, des plans de leçons. J'ai écrit une dizaine de livres, enfin j'ai coécrit une dizaine de livres pour enfants parce que j'ai su faire les bons prompts et après j'ai pu les illustrer. Donc ça aussi, moi qui ai toujours beaucoup aimé l'art et qui n'avais jamais pu exploiter cette capacité, bah, si vous vous prêtez un petit peu au jeu et si comme moi vous ne savez pas faire de la peinture ou exprimer votre art de manière générale mais que vous avez un amour de l'art, alors vous allez voir c'est grisant de pouvoir générer ces premiers tableaux, ces premières images. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Article de blog.
c'est pareil, pour des différentes raisons, notamment des raisons de référencement sur Google, vous devez développer cette capacité à écrire des articles de blog sur vos missions, sur ce que vous faites. Parce que ça vous permettra de bien vous référencer sur Google. Donc c'est très important. Et donc c'est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui, les outils le font aussi bien que moi, qui fait 10 ans d'articles SEO pour être bien référencé sur Google. C'est comme ça, c'est un fait. Si vous savez bien formuler la requête, alors vous aurez des articles super bien conçus, super bien faits, à pouvoir intégrer à vos sites web pour être mieux référencés. Des traductions, des résumés, des FAQ, des courriels, des lettres, etc. etc. Donc, les formats, c'est pareil, la première fois que vous demanderez sous forme de tableau, avec pour colonne, description, Quand on voit l'outil sortir un tableau, moi qui fonctionne beaucoup avec les tableaux Excel et que depuis des années, bon, bah là c'est pareil, la compréhension des tableaux Excel, l'analyse des tableaux Excel, bon, on est vraiment sur des outils qui changent beaucoup de choses et qui font gagner beaucoup de temps. Donc contexte, rôle, action, format. Et pour finir, la méthode Craft, vous allez pouvoir maintenant lui demander d'utiliser un ton spécifique. Et vous verrez, ça c'est vraiment le moment où vous vous dites « Ouh là là, il a même compris les subtilités du langage ». Mais oui. C'est-à-dire qu'à prompt de départ égal, donc vous faites contexte, rôle, action, format, en changeant le ton, la réponse sera complètement différente. Le message sera le même, mais le ton sera différent. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on a un message à faire passer dans une association. Et ben peut-être qu'on ne va pas délivrer le message de la même manière à des donateurs, qu'à des partenaires, qu'à des bénévoles. Et pourtant, c'est le même message qu'on a envie de diffuser. On pourra lui demander de s'adapter avec un ton plus ou moins professionnel et engageant, ou un ton plus ou moins académique et sarcastique. Même critique. Et sincèrement, je vous invite à faire le test. Vous serez assez surpris de voir que d'un ton à un autre, c'est bien maîtrisé. Donc voilà. Là, vous avez techniquement une méthode simple, efficace, opérationnelle, et contrairement à beaucoup de confrères qui essayent de complexifier les choses, j'espère que j'ai réussi à le vulgariser, à vous rendre accessible cette méthode, parce qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr, selon moi, pour comprendre l'importance de donner des éléments sur notre réalité, pour qu'en face, on ait un outil qui propose des choses pertinentes. Exemple de prompt complet qui pourra servir à tous, et de toute façon, une nouvelle fois, vous recevrez le support. Dans un contexte de planification stratégique pour une association qui vient en aide aux femmes en détresse, agit comme un expert de la gestion associative. Aide-moi à créer un plan stratégique sur 3 ans pour l'association. Ce plan doit inclure. Alors, c'est vrai que je suis un peu marketeur. Quand je me lis, je me rends compte que je suis quand même orienté marketing, mais ça peut vous servir quand même, cette approche, en termes de communication et de développement d'image de marque. Les priorités principales de l'association, comme l'accompagnement psychologique, l'assistance juridique et la réinsertion professionnelle des bénéficiaires. Je me suis aussi basé sur ce que j'avais compris des assos présentes pendant les prix d'APAT. Les objectifs spécifiques pour chaque priorité, accompagnés de mesures claires pour suivre les progrès. Les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Et un calendrier prévisionnel avec des étapes clés et des jalons pour chaque année. Voilà, c'est une approche très gestion de projet en entreprise, mais qui peut nécessairement vous servir, et vous allez voir, quand vous allez lui donner des informations sur votre association, sur votre réalité, et que vous allez assister à ce que la machine vous propose, alors vous direz c'est quand même intéressant et c'est une base de travail. Parce que vous verrez que je conserve vraiment une place très importante à l'humain, et on va venir après dans les points de vigilance, ne jamais copier-coller. Même si je vous ai donné des méthodes pour avoir des résultats pertinents, on ne copie-colle jamais. On doit toujours se réapproprier les sujets. Sinon, c'est un danger dramatique pour notre société. On peut vraiment assister à un déclin cognitif. C'est vraiment il y a un enjeu sociétal. Il faut que ça reste une base de travail. Il faut que ça reste un draft, un brouillon. D'accord ? Donc on le prend, on gagne un peu de temps sur d'habitude partir d'une feuille blanche, bah, c'est beaucoup plus long. Là, on a une base de départ qui est plutôt quali. Et maintenant, on va réadapter, on va mettre de notre personnalité, on va mettre de la sauce, on va mettre de notre unicité pour se réapproprier le contenu et que ça reste quelque chose quand même qui émane d'un humain. L'idée, c'est pas de devenir l'outil de l'outil. Voilà. Alors, et parce que c'est important que je vous mette à jour, j'ai actualisé donc cette méthode Craft en avril 2024 et j'ai rajouté 2 lettres. Donc c'est plus Craft, mais c'est Craftique. Un I et un K. Le I, c'est le I de interroge. Interroge-moi. Et vous allez voir, on va encore changer d'échelle. Et le K, c'est le K de Kaizen.
Kaizen, c'est un état d'esprit japonais qui a considérablement changé ma vie il y a une quinzaine d'années en arrière. C'est le principe d'évoluer, de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, mais petit pas par petit pas. Vous ne voyez pas se fixer des objectifs qui sont inatteignables et qui vont finir par nous oxyder. Non, mettre en place des petits steps comme ça, s'octroyer des petites victoires pour favoriser notre circuit dopaminergique, ça fait du bien et ça motive. Donc voilà, le Kaizen, c'est vraiment un état d'esprit à part entière et qui, je suis sûr, pourra servir à nous tous. Et le I, et la fameuse question en plus qui va nous faire donc monter encore d'un niveau, avant de me répondre. Donc maintenant que vous avez donné un contexte, un rôle, une action, un format et un ton, vous invitez à la machine finalement à prendre une posture de consultant. Avant de me répondre, je t'invite à me poser 5 questions qui te permettent d'améliorer la qualité et la pertinence de ta réponse. Donc déjà, vous serez surpris de voir la pertinence des réponses, des questions qui vous sont posées. Et quand vous aurez pris le temps de répondre à ces 5 questions, alors vous serez une nouvelle fois très agréablement surpris par la qualité du contenu qui est généré. Voilà. C'est vraiment un intéressant. Bon. Donc voilà, interroge-moi. Et pourquoi le Kaizen? Parce que finalement, l'idée, c'est d'itérer, de faire vos propres expériences, vos propres tests, et finalement de s'inscrire dans cette itération un peu continue. Comme l'idée, c'est pas de devenir des spécialistes de l'IA, non. C'est de pouvoir quand même profiter des bénéfices d'usage dans les tâches les plus chronophages de votre vie de gestion d'Asos. Je pense que c'est ça vraiment la plus belle valeur ajoutée que je puisse vous apporter aujourd'hui. Je vous en prie, avec bonheur. Ah non ? Non, parce que là, sinon j'aurais donné qu'un versant très positif de tout ça. Et mon rôle, c'est aussi de vous dire attention, attention. Et donc on en est au moment attention. Bon, déjà, il y a des soucis de confidentialité. Alors là, dans le milieu associatif, vous êtes moins préoccupé par ça, mais moi qui accompagne quand même pas mal d'entreprises et de grands groupes, la confidentialité, là, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Et donc on est une nouvelle fois face à une technologie, une innovation, où la quasi-intégralité des serveurs sont hébergés aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, c'est que vous savez ce qui se passe aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Patriot Act qui donne le droit à l'État américain d'avoir accès à n'importe quelle donnée du moment qu'elle est hébergée aux États-Unis d'Amérique par des serveurs américains. Donc c'est assez préoccupant, mais c'est pas nouveau, hein. Ça fait 10-15 ans que c'est comme ça, c'est en partie pour ça qu'il y a eu RGPD, etc. Mais donc on doit tous avoir conscience ici que ce problème de confidentialité, si on commence à mettre des choses sur peut-être les personnes qu'on accompagne et la détresse qu'ils ont vécue. Vous voyez, là, ce que je vous recommande, c'est d'anonymiser. Retirez-moi les noms, les prénoms, comme ça, finalement, vous donnez des noms de personas, c'est carreau, et pas besoin d'avoir le nom et le prénom précis. Voilà, c'est la même recommandation que je fais en entreprise, je vous la fais à vous. Le jour où vous allez commencer à vouloir lui fournir des PDF, à lui fournir des tableaux Excel pour faire des corrélations, pour faire de l'analyse, pour faire ce qu'on appelle de la data analyse, parce que c'est des outils prodigieux pour faire de la data analyse, et parfois vous faire ressortir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ça peut être donc très inspirant pour la prise de décision. Voilà, vous essayez le plus possible d'anonymiser et de vous rappeler qu'il y a un vrai problème de confidentialité sur ces outils, mais c'est les mêmes qu'on rencontre quand vous êtes sur vos réseaux sociaux et que vous racontez toute votre vie à Google. Vous savez qu'ils nous connaissent mieux que notre propre famille. C'est un fait. Il y a aussi un autre gros problème sur lequel il faut être très conscient, et ça sera une manière de vous dire attention, vérifiez bien ce que vous fournit la machine, même si ça paraît extrêmement pertinent et extrêmement juste. Les hallucinations. Je vous ai dit, quand je vous ai expliqué l'acronyme GPT, qu'on avait entraîné ces outils sur des centaines de milliards de données. Et quand on fait un prompt, finalement, elle va aller faire le tri dans ces centaines de milliards de données. Et parfois, elle se trompe. Et elle a été entraînée d'une manière où elle n'a pas envie de nous décevoir. Donc elle est capable de fournir une réponse, même si elle est complètement erronée, même si elle est complètement inventée. Donc c'est important quand même de l'avoir en tête, ça, quand on utilise ce type d'outil. Alors peut-être que c'est le cas au Nokia 3310 et que ce ne sera peut-être plus le cas à l'iPhone 13, mais pour l'instant c'est le cas. Donc vous devez quand même avoir cette conscience que même si vous savez utiliser ces outils, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des réponses complètement erronées. Et j'ai un cas d'école qui me permet de vous montrer ce à quoi on peut être confronté si on oublie l'importance de vérifier.
ça floppe. Utiliser ChatGPT pour sa défense quand on est avocat, une fausse bonne idée. Et Steven Schwartz peut vous le confirmer. Cet avocat new-yorkais s'est ridiculisé en ne citant que de faux arrêts lors d'un procès. Il a eu la bonne idée de s'appuyer sur ChatGPT en lui demandant « Est-ce que c'est une véritable affaire ?» Ce à quoi l'application a tout simplement répondu « Oui ». Au final, 6 cas mentionnés n'existaient pas. L'avocat affirme avoir regretté d'avoir utilisé une intelligence artificielle générative pour remplacer la recherche légale et reconnaît qu'il n'était pas au courant de la possibilité que le contenu de ChatGPT soit erroné. C'est ballot. Bon, ce qui ne sera plus votre cas. Et vous imaginez, lui en plus c'est une faute grave, parce que là on parle de la recherche légale, c'est un peu comme la recherche académique. La moindre des choses, c'est de vérifier ses sources. Donc lui il a un double combo. Il s'est fait avoir par un nouvel outil, mais en même temps il a oublié ses principes fondamentaux de profession. Bon. Mais c'est intéressant. Du coup, ça fait un super cas d'école, ce Steven Schwartz au barreau de New York. Voilà. On est face à des outils qui peuvent être puissants, pertinents parfois, mais capables d'hallucination. Donc il y a un vrai travail de vérification qui doit se faire avant d'exploiter et de diffuser sur vos différents supports. Les biais. Alors là aussi, c'est assez important. On en revient une nouvelle fois à ces centaines de milliards de données. Parce que certains sont surpris ou déçus que l'IA, et notamment les outils d'IA génératifs comme ChatGPT, soient capables d'être misogynes, soient capables d'être racistes, soient capables d'avoir des jugements de valeur. Mais le problème étant, elles viennent d'où ces centaines de milliards de données? De nous tous. Est-ce que l'humain a des biais cognitifs? Un certain nombre. Donc vous voyez, on ne peut pas en vouloir à une machine de reproduire les biais qui sont inhérents à ces données d'entraînement, qui proviennent de l'humain. Et quelque part, c'est pas plus mal. Parce qu'une IA qui n'aurait absolument aucun biais, vous voyez, au niveau... ces derniers temps, je réfléchis beaucoup, en fait. Est-ce que les biais cognitifs, c'est nécessairement négatif? C'est une vraie préoccupation en ce moment. Ouais. Il peut avoir une approche. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc il y a des biais inhérents, et donc peut-être c'est une manière de vous suggérer, de vous poser la question quand vous allez utiliser tel ou tel outil, mais il a été entraîné sur les données de qui et de où sur Terre? Ah, ChatGPT essentiellement sur les données de Nord-Américains, alors il doit avoir des biais cognitifs de Nord-Américains. Ah, Mistral AI était plutôt entraîné sur un modèle européen avec des données européennes. Ah, alors dans ces cas-là, lui, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de vous parler des biais. Parce que généralement, ils sont assez transparents sur la manière dont ils ont entraîné leur modèle et jusqu'à quand ils ont entraîné leur modèle. Voilà. Ensuite, parce que c'est un vrai sujet, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Moi, je crois beaucoup, en tout cas, je suis plus conscient ces dernières années de l'impact environnemental de notre existence. Là, on est encore sur des outils, même s'ils s'améliorent au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, en termes d'impact écologique et d'impact carbone, ça consomme encore un volume d'électricité, un volume d'eau assez impressionnant. Alors pourquoi l'eau? Pour ceux qui n'ont pas la référence, finalement, vous savez, les serveurs, ça chauffe. Et la quasi-intégralité des systèmes qu'on a pour refroidir nos serveurs, c'est de l'eau qui circule dans ces serveurs et qui refroidit. Donc il faut du courant et de la flotte. Mais après, la flotte est gaspillée. Sauf quand elle est récupérée, parce qu'aujourd'hui, quand même, on commence à réfléchir un petit peu plus. Donc voilà, donc on est quand même face à des modèles. Vous voyez, là, donc j'ai une stat de mars 2024. On est sur 200 millions de requêtes à peu près par jour, sachant que c'est un chiffre qui a encore grossi. On consomme plus d'1 demi-million de kilowattheures d'électricité, soit 17 000 fois plus qu'un foyer américain. Sachant qu'un foyer américain pollue 3 fois plus qu'un foyer français. GIEC. Donc vous voyez, c'est... Et alors, non mais peut-être qu'il faudrait aussi faire un... J'ai pas la passerelle avec le foyer africain, mais déjà avec un foyer européen, on sait qu'un Américain pollue 3 fois plus qu'un Français, qu'un Européen. Ensuite, ça aussi, c'est une manière de préparer un peu tout le monde. Ça a déjà commencé, hein, le deepfake, les fake news. Vous avez dû voir les images que je vous montre là, dans les journaux, sur Internet. Bon, c'est extrêmement simple de faire ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, on va être confronté de plus en plus à des fausses images, à des faux contenus. Donc il va vraiment falloir faire preuve d'esprit critique
au sens littéral du terme. Hein. Il va falloir se rappeler de Descartes, Platon, Aristote, il va falloir revoir tous nos classiques, parce que vraiment, on va être confronté ça va être difficile de discerner le faux du vrai. Donc je pense qu'on a un rôle, nous, ici, après de diffuser ça autour de nous sur, attention, aujourd'hui, même si un article, quelque chose te paraît réel, pose-toi des questions. Compare, vérifie. Parce que ça va être de plus en plus présent dans nos smartphones et nos ordinateurs. Voilà sur les points de vigilance. Je pourrais peut-être en rajouter un qui est quand même aussi important, c'est l'éthique. L'éthique, parfois, c'est des outils qui ont été entraînés sur tel ou tel auteur. Et donc vous, quand vous demandez de vous inspirer de telle ou telle chose, il peut aller puiser dans une œuvre existante. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart de ces grosses entreprises américaines n'ont rémunéré absolument aucune source d'entraînement. Et c'est pour ça que vous avez des New York Times, notamment, qui sont en train d'attaquer OpenAI, même là, si ça semble tourner plutôt à la collaboration, mais au départ, c'était une attaque en justice pour justement dire, attendez les gars, vous êtes bien gentils, mais le modèle il est capable de faire ça parce que vous l'avez entraîné sur les articles de nos journalistes. Quand moi, je reproduis un Picasso et un Dali en combo, c'est parce qu'il a été entraîné sur les tableaux de Picasso et les tableaux de Dali qu'il est capable de me faire un tableau Picasso-Dali. Même si c'est une œuvre unique, entre guillemets. Parce que vous avez une chance sur 4,3 milliards de refaire la même image avec le même prompt. Donc on peut presque parler quand même de quelque chose d'unique. Bon, les compétences comportementales, et finalement, je vous ai dit, j'ai quand même vachement allégé cette partie, puisque je pars du principe que vous êtes tous des gens qui ont des compétences comportementales particulièrement développées. C'est pour ça que c'est un bel honneur pour moi d'être là aujourd'hui, et je remercie Daniel et Patrick, vraiment. Parce que, voilà, normalement, ça va porter ses fruits, tout ce qu'on est en train de faire ensemble actuellement. Mais je rappelle quand même, l'esprit critique, comme je vous l'ai dit, ça va être notre principal bouclier pour le monde dans lequel on va évoluer aujourd'hui. Donc, évaluer et sélectionner les informations de manière critique, j'imagine que personne ne m'a attendu ici pour faire ça, mais comme je l'ai dit précédemment, il va falloir être encore plus vigilant. Identifier et corriger les biais potentiels dans les résultats de l'IA, là aussi, comme on a dit, si la machine a des biais, peut-être que c'est à vous de détecter quels sont-ils, comme dans la formulation des réponses. Comparer les réponses et les performances des différents outils d'IA Gen. J'aime proposer à mes apprenants et aux participants de mes conférences de comparer les réponses des différents modèles. ChatGPT, certes, pour l'instant, 4O, c'est ce qui se fait de mieux en termes de pertinence, mais finalement, je trouve que la place de l'humain, elle reste importante quand vous prenez le temps, à prompt égal, de comparer dans 2 ou 3 outils que je vous donnerai dans le mail. Comme Gemini ou Mistral AI ou Claude. Moi j'aime beaucoup Claude. Claude m'apporte beaucoup de qualité, sur différents aspects de mes activités. Voilà, et c'est intéressant. Et finalement, pourquoi je dis que ça conserve la place de l'humain? Parce que c'est grâce à la comparaison que vous allez faire et l'analyse de ces différentes réponses que vous donnerez naissance à un contenu unique, émanant d'un humain. Et qui vous correspond réellement. C'est très important, hein. L'unicité, conserver une place de l'humain, finalement c'est nous qui décidons de ce qu'on va en faire, hein, de cette technologie. Vous savez, la dualité, finalement, on l'a trouvée dans beaucoup de choses. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que si on regarde bien, Internet, ça a permis à des gens comme moi de monter en compétence sur différents sujets, en ayant accès à des formations des plus grandes écoles gratuitement sur Internet. Et puis ça a permis aussi malheureusement à des gens de partir dans des combats qui ne sont pas les leurs. Pourtant c'est le même outil, mais c'est pas le même usage. Les réseaux sociaux, pareil. Les réseaux sociaux, ça peut vous permettre de créer du lien, de vous faire connaître. Et puis il y a des gamins qui finissent par se suicider parce qu'ils sont harcelés par le même outil. L'usage des humains, pas la faute de l'outil. Bon, enfin, on peut continuer comme ça pendant des heures, hein. Le couteau, la main, c'est pareil. Un couteau, ça peut permettre de couper un morceau de viande, ça peut faire de la peinture. Et ça peut blesser, voire pire. Donc ça dépend toujours de l'humain qui utilise l'outil. Après l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle. J'ai la chance d'avoir grandi avec des gens assez extraordinaires autour de moi, donc notamment Daniel et ceux à qui elle faisait allusion tout à l'heure. Donc je pense à Patrick Vizier, mon propre père, Jeanne Kouroub, qui m'ont toujours sensibilisé sur l'importance de l'humain et de l'intelligence émotionnelle, bien avant que ça soit à la mode. Et aujourd'hui, il semblerait que maîtriser ses émotions et celles des autres deviennent encore plus important que ça n'en est aujourd'hui.
Surtout quand on va avoir une machine qui va être capable de reproduire de plus en plus de choses que normalement appartenaient uniquement aux humains. Donc je pars du postulat que s'il y a bien 2 formes d'intelligence qu'elle ne pourra jamais remplacer et imiter, même si au niveau de l'intelligence émotionnelle, il semblerait que ça a déjà un petit peu commencé, notamment grâce à une reconnaissance de la morphopsychologie, donc des émotions sur nos traits de visage, de l'émotion dans notre timbre de voix, tout ça c'est déjà maîtrisé par les outils, ils ont été entraînés sur... Ouais. Et vous pourrez retrouver un documentaire Arte que je mettrai dans le mail, IA quand les émotions s'en mêlent, et ça vous permettra de voir il y a déjà 1 an et demi en arrière, où on en était sur la capacité des outils à interpréter les émotions des humains. Et peut-être que ça vous fera penser aussi à des usages pour accompagner certains adhérents, pas adhérents, mais comment on dit pas adhérents dans une association, bénéficiaires. Merci beaucoup. Et surtout, c'est l'intelligence collective. Et finalement, c'est ce qu'on est en train de créer là et qu'on va continuer de créer dans les 30 minutes qui vont suivre, où on va faire des questions-réponses et on va échanger. Je vais essayer d'apporter le plus d'éléments de réponse possible. Ça, c'est irremplaçable. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Prenez le temps d'échanger, prenez le temps de confronter vos idées, trouvez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, la pensée divergente, sortir du cadre, enfin voilà, c'est l'intelligence collective, j'y attache beaucoup d'importance, déjà parce que bon, je suis quelqu'un qui anime régulièrement des sessions de brainstorming et que j'ai toujours trouvé que la créativité dans des groupes différents, bah, c'est exponentiel, hein, tout ce qu'on peut être capable de sortir de ce type de session, et parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce qui finalement nous différencie, c'est de pouvoir échanger entre nous en tant qu'être humain et de donner naissance à des nouvelles choses. Voilà, on est capable de toujours se réinventer. Et ça, c'est une des limites de la machine, c'est qu'elle n'est pas capable de sortir du cadre. Elle dépend toujours de ses données d'entraînement. Alors certes, il y en a beaucoup, des données d'entraînement, donc ça fait un grand cadre, un grand bac à sable, mais nous, on est toujours capable de sortir et de se réinventer. Hein, finalement, c'est souvent quand on est face à l'adversité, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, qu'on peut rebondir et aller le plus haut possible. J'ai écrit une citation sur l'adversité qui peut-être aura écho ici, c'est et dire que c'est mes tartines de merde d'hier qui me permettent d'avoir le goût du miel aujourd'hui. J'ai l'impression que si on a la capacité à se servir de ce qu'on a vécu de difficile comme une force, ça peut être très bénéfique, mais bon là je prêche des convaincus, j'en suis sûr. Hein ? Complètement. Et donc, je vais finir sur une citation que j'ai écrite il y a un peu plus d'1 an et demi en arrière, mais auquel je crois toujours autant. Le bien-être de l'humain avec l'IA réside dans nos compétences comportementales et notre capacité à anticiper ses usages. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous propose donc de poser vos questions. Absolument. Vous avez écrit vos questions ? Non. Oui, tu as écrit super. Il y en a 2 là. Alors, c'est bon. Alors, on commence là. Ouais, une double question. Est-ce qu'il y a un outil qui prend tous les types de contenus, vidéo, texte, etc. ou est-ce qu'il faut systématiquement plusieurs ? Et auquel cas, quel est le budget mensuel qu'il faut consacrer à ça pour avoir un truc raisonnable et complet ? Et 2, quant à cet abonnement-là, est-ce que tu développes une sorte de relation durable avec l'IA qui enregistre le passé de tes prompts, qui t'évite de repartir systématiquement de zéro à chaque fois que tu as une nouvelle idée sur un truc déjà étudié ? Première question. Effectivement, ChatGPT, l'objectif d'OpenAI, donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT, c'est d'arriver sur ce qu'on appelle donc un outil multimodal, capable finalement de tout faire. Aujourd'hui, on est face à un outil qui est capable de quasiment tout faire, sauf la vidéo. C'est en cours, hein, on sait qu'ils ont la possibilité de le faire, mais qu'ils ne l'ont pas encore sorti au grand public. Il y a uniquement une partie de développeurs qui l'utilisent. Mais donc, on peut partir du postulat que d'ici 1 an ou 2, on aura un ChatGPT qui sera capable de répondre quasiment à toutes les créations de contenu qu'on a vues. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir cumuler différents outils. Deuxième question, je vais vous orienter, moi, spécifiquement vers des solutions freemium. Freemium, ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement, mais dans une limite d'usage quotidien, par exemple. Si je vais vous recommander d'utiliser Ideogram pour générer vos images, pourquoi ? Parce que Ideogram, vous avez le droit de générer 5 images par jour gratuitement. Pareil, l'outil de vidéo, je vais vous recommander un outil de vidéo qui s'appelle Lumen 5,
qui est un outil topissime avec lequel j'ai fait le spot de pub là, pour Dapat. Là, c'est pareil, c'est un freemium. Vous aurez le droit de générer, je crois que c'est 3 ou 4 vidéos par mois de moins de 60 secondes. Finalement, c'est le business model du freemium, c'est ça, c'est regardez comme c'est génial ce qu'on fait, mais vous n'avez pas le droit à toutes les fonctionnalités. Donc ça vous attire, c'est un business model, c'est une manière de marketer les produits aujourd'hui. Donc, deuxième question, il faut cumuler différents outils et le budget est assez raisonnable puisque je vais vous orienter d'abord vers des outils freemium pour faire des tests et itérer. Et après, quand vous jugez que c'est pertinent pour vous, alors peut-être vous basculerez sur une ou deux abonnements si vous, enfin, voilà, si vous jugez que c'est important et pertinent pour vous. C'est bon ? Alors la relation durable, alors effectivement, il y a une fonctionnalité maintenant sur ChatGPT qui est une fonction memory, où en fait l'outil retient en mémoire les éléments importants de vos échanges avec lui. Donc il a une forme de mémoire et on peut intervenir sur cette mémoire en modifiant ce qu'il garde ou ce qu'il ne garde pas. Et vous avez la possibilité, et ça vous le retrouvez dans le livre, sur la partie custom instruction, vous allez pouvoir faire un pré-prompt. Lui dire en tant que représentant d'une association qui a but pour mission, etc., etc., je vais souvent être amené à te demander des types d'informations de ce type. J'aimerais que tu aies une... Voilà, vous lui donnez finalement un pré-prompt que vous n'aurez pas besoin de reformuler à chaque fois. Donc vous allez gagner un temps considérable et peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous plaira. Custom instruction, instruction personnalisée. Vous allez répondre à 2 questions. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel type de réponse vous souhaitez de la part de ChatGPT et de quelle manière vous voulez... Non, pardon, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez comme forme de réponse. Donc là, quand vous prendrez le temps de remplir vos custom instructions, c'est en 2 clics, 3 clics, il y a un bouton, le fil d'Ariane, c'est vous cliquez sur le petit bouton en haut à droite, bon, il y en a peut-être qui ne maîtrisent pas encore, mais petit bouton en haut à droite, et après il y a écrit personnaliser ChatGPT, vous cliquez dessus et il y a les 2 questions que je viens de vous dire. Et là, vous pouvez donc pré-paramétrer l'outil pour éviter de répéter à chaque fois qui vous êtes et dans quel contexte vous faites cette demande. Et donc vous gagnerez du temps, évidemment. Merci. Moi, j'avais plusieurs questions, mais je pense qu'il y en a qui ont été, pour lesquelles j'ai eu les réponses en regardant. J'avais la question, comment on sait si les infos sont fausses? Mais si je comprends bien, si on demande à plusieurs outils, on compare, et là, on peut voir s'il y a des infos qui seraient fausses. Alors, on reste là-dessus. Oui. Comment on vérifie que les informations sont vraies ou fausses? Déjà, j'aime toujours rappeler que finalement, il faut toujours continuer d'apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce que la limite de ces outils, c'est votre champ de connaissance, enfin, c'est notre champ de compétences. Plus on est bon dans un sujet, plus on est bon avec ces outils. Et moins on est bon et maître d'un sujet et lors de l'usage de ces outils, plus vous allez devoir prendre un temps pour vérifier évidemment la véracité des informations. Comment on fait? Il y a un outil complémentaire que j'aime beaucoup, que je vous recommande, qui s'appelle perplexity.ai. C'est une sorte de Google Killer. Je ne plaisante pas, c'est un moteur de recherche dopé à l'IA générative. Alors, quand je parlais de ça il y a 1 an et demi en arrière, j'étais un peu un pionnier, maintenant c'est un secret de polichinelle. Le fonds d'investissement de Jeff Bezos a levé plusieurs millions d'euros pour développer la solution. Donc voilà, ça c'est un très bon complément. Et pourquoi j'aime beaucoup Perplexity? Parce que lui, contrairement aux autres outils, va vous donner les réponses avec transparence, va vous donner ses sources avec transparence. Et après, donc, vous pourrez, vous, faire ce travail de vérification par rapport aux sources qui sont données. Donc Perplexity, vous verrez, là aussi, c'est un outil que je recommande vivement en complément de ChatGPT. Perplexity.ai, mais il fera partie du mail que vous recevrez de la part de Daniel à la suite de cet événement. Moi, j'avais une autre question. Si on veut essayer de s'en servir pour avoir une trame, par exemple, de rapport d'activité, qui pour des petites structures est hyper chronophage, à quel moment il va utiliser nos documents à nous, avec nos données à nous, avec la présentation des personnes de l'équipe, etc. Comment on fait? Il y a un moment où on clique et on fait copier-coller le document. Alors en fait, vous avez dans la barre de recherche, dans la barre de chat, vous avez un petit plus ou un petit trombone sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir lui fournir des PDF, des tableaux Excel, de la data émanant de la source. C'est pour ça que je parlais d'anonymiser tout à l'heure. Parce que c'est intéressant, c'est là où en plus vous allez vraiment obtenir des résultats très probants et c'est un des usages les plus répandus en entreprise, c'est celui que j'apprends le plus. Ça s'appelle la méthode RAG. Et ça c'est pour ceux qui veulent complexifier, donc Retrieval Augmented Generation. C'est finalement, c'est à Stanford, ils ont considéré qu'à partir du moment où vous fournissez de la data, on va pouvoir demander à la machine d'interpréter ces data. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne va plus se baser sur ces centaines de milliards de données, non, il va se baser sur toute la documentation que vous lui aurez fournie. Et après vous lui demanderez vous lui poserez des questions et lui ira chercher uniquement dans ces datas. Donc vous verrez dans la barre de chat ChatGPT,
dans la barre là où vous tapez les mots pour écrire, là où vous allez taper ce prompt, vous verrez il y a un petit plus à gauche ou à gauche, et il vous permet, comme on a toujours fait, de pouvoir télécharger un document et de lui mettre en données. Alors non, quand même pas. Quand même pas. Il y a un problème de confidentialité, certes, mais c'est quand même pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que normalement, ces données restent que pour vous. Et même quand demain vous paramétrerez un petit robot expert, comme j'ai fait moi avec Associa, vous savez l'outil que je vous ai montré, où là je l'ai vraiment entraîné sur une thématique précise, à ce moment-là, c'est des informations, le robot il peut rester privé. Et il n'y a que vous, ou que les utilisateurs qui disposent du lien, qui peuvent l'utiliser. Il n'est pas sur la marketplace comme Associa, où là j'ai voulu qu'il soit accessible à tous. Voilà, donc on peut fournir des informations. À chaque fois que vous serez amené à créer un petit robot expert, mais c'est déjà un autre niveau, hein. Là il faudra peut-être qu'on se refasse une formation ensemble. Déjà commencer à exploiter pleinement l'échange comme ça, l'interactivité avec cet outil, et après si ça en parle à certains, on pourra effectivement voir, c'est ce que j'avais dit à Daniel et Patrick, réfléchir à comment on peut faire un petit module de formation pour vous apprendre à créer ces petits assistants experts de la sauce. ChatGPT, c'est freemium. Rappelez-vous, généralement, tout ce qui émane de la Silicon Valley, au départ, est freemium. Au départ. Et après, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, en général, c'est que c'est nous le produit, et qu'ils ont besoin de nos comportements, étudier nos usages pour pouvoir mieux, après, vendre nos données. Il y a un documentaire qui est très intéressant, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » sur Netflix, et qui vous expliquera très clairement pourquoi c'est nous le produit. Pardon. Merci infiniment, parce que vraiment c'est juste passionnant et très utile pour un nombre d'acteurs ici réunis. Et justement, je rebondis aussi, c'est en lien avec la question de Providentiel, je me permets de vous appeler par le nom de votre j'ai beaucoup d'acteurs associatifs voilà, on a dans nos réseaux qui utilisent le logiciel Gamma. Du coup, je m'y suis mise parce que c'est extrêmement pratique quand on a des présentations à faire. Voilà, si vous plaît. Gamma, c'est un outil qui va vous permettre de générer des présentations avec un prompt. Voilà. Donc, vous imaginez bien la révolution que ça peut représenter quand on a le temps, c'est génial. Mais c'est une solution qui est topissime quand on a une réunion importante, qu'on n'a pas eu le temps de faire la presse, et quand avec un contexte, un rôle, une action, un format, un ton, on est capable de sortir une présentation topissime. Alors, justement, pardon, je vais vous laisser poursuivre si vous voulez bien. Que l'idée pour moi, là, c'est de savoir avantages, inconvénients pour les acteurs associatifs que nous sommes et qui sommes ici réunis d'un logiciel, d'une plateforme telle que Gamma. Est-ce que pour vous, il y a mieux? Est-ce qu'il y a des écueils particuliers? Faut faire attention. Juste un petit focus sur une plateforme qui pour moi est hyper très opérationnelle. Mais finalement, est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que vous conseillez autre chose? Est-ce que voilà, c'est vraiment pour avoir votre pratique. Merci. Alors, déjà, j'utilise moi-même Gamma. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été fait sur Gamma, ça a été fait sur Canva. Canva aussi, je pense que c'est un outil que vous avez tous déjà identifié, qui m'a permis il y a quelques années de penser que j'étais graphiste et de me fâcher avec beaucoup de potes graphistes à cause de ça. On a continué un petit peu vous voyez, c'est un peu le début de la démocratisation de choses. Moi qui fais du graphisme, qui ai eu besoin de graphisme depuis 20 ans en tant qu'entrepreneur, du jour au lendemain pouvoir faire mes visuels pour mes clients, faire mes protos, faire mes presses tout seul, sans passer par un graphiste, sans que ça me coûte des milliers d'euros, ça a été une révolution. Et donc vous voyez bien que si vous suivez un petit peu l'avancée de Canva intègre l'IA jour après jour de plus en plus. Et donc bientôt on aura la possibilité, comme Gamma j'en suis sûr, de générer sur Canva. Surtout qu'ils ont beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de data, donc ils auront une solution plus puissante que Gamma. Mais Gamma a pris une belle avance. Vous avez donc, pour comparer d'autres outils, tom.app, T-O-M-E.app, mais pareil. Dans le mail que vous transférez à Daniel, j'aurais fait une présélection de ce type d'outils qui pourront vous servir de manière pertinente, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. tom.app. Et voilà. Et sinon, vous avez aussi SlideGo. Mais bon, je les donnerai là. Je ne vais pas vous balancer des outils comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais comptez sur moi. Je m'en souviendrai. Vous aurez d'autres outils, d'autres comparatifs. OK? Je vous en prie. Et je voulais dire autre chose sur les présentations. Est-ce que
est-ce que voilà, sur ce type d'outil, il y a si. des recommandations particulières, il y a des, voilà, pour que ça reste pratico-pratique pour les utilisateurs? C'est-à-dire, de toute façon, on ne peut pas essayer tous les outils, sinon on s'y perd. Il y a 10 à 100 outils qui sortent par jour. Je vous donnerai un agrégateur, donc déjà, mais qui peut vous donner chaud, parce que vous avez en fait des outils qui permettent de classer tout ce qui existe et tout ce qui sort tous les jours en termes d'outils d'IA générative. Mais ça peut devenir très vite chronophage, et voire, surtout au début, vous n'avez pas besoin de ça. Au début, je vous recommande de vous baser sur, par thématique, je vais en mettre 2 ou 3. À vous de tester les 2 ou 3. Déjà, 2 ou 3, c'est beaucoup. Au pire, je ferai une sélection vraiment par ordre de priorité, ceux vraiment que je valide, comme ChatGPT ou Midjourney ou Idéogramme, que je vous ai parlé tout à l'heure, avec lesquels j'ai fait les démonstrations. Voilà, vous aurez un truc clé en main. Non, c'est mes revenus, mais c'est reparti. C'était... est-ce qu'on peut utiliser ces outils? J'ai oublié. Présentation. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Bon, en tout cas, voilà. Oui, on peut faire des présentations assez rapidement, assez efficacement. Et on peut même faire un combo, c'est-à-dire demander à ChatGPT de créer les slides, le titre, le contenu des slides. Et après, donner ce script directement à l'outil Gamma pour qu'il vous génère une présentation encore plus proche de vos attentes. Parce que le modèle qui est derrière Gamma.ai est moins fort que GPT-4o. Voilà. Je vous en prie. Vous avez soulevé des... Non, déjà, merci beaucoup, c'était passionnant. Voilà. Ensuite, vous avez soulevé des questions éthiques. Moi, il m'en vient une autre, mais peut-être que j'ai rien compris. Bon, nous, on a nos photos, voilà. Si je veux générer une photo en plus, donc elle va être gratuite, mais elle va venir de morceaux qui ont été pris dans des photos de photographes professionnels qui ne seront jamais crédités, non? Enfin, là, je prends un exemple pour les photos, mais ce que vous disiez sur les articles du New York Times qui se sentent pillés, est-ce que... Alors, c'est une situation qui est éphémère, en absence de cadre légal. À partir du moment où il y aura un cadre légal, on refera valoir les droits d'auteur de la manière la plus évidente possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un flou juridique qui plane là-dessus, bien sûr. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas ces données-là, il n'y a pas les modèles qu'on a aujourd'hui. Donc en plus, c'est un précepte indispensable. Donc c'est nécessairement qu'à un moment, ils devront s'acquitter des données d'entraînement qui servent à entraîner leur robot. Et je vais au bout de la logique. Imaginons, on met en couverture de notre rapport d'activité. Bon, d'habitude, on a nos photos. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on veut se faire attaquer par quelqu'un qui va dire, regarde, c'est 98% de ma photo? Alors attention. Aujourd'hui, il semblerait que autour de l'IA Act, ils ont réfléchi à un moyen de vérifier si oui ou non quelqu'un a utilisé une image, un contenu ou un texte émanant d'une source sujet au droit d'auteur. C'est de montrer le prompt. Je vous donne un exemple. Si moi je crée un Pokémon unique au monde à mes enfants, comme je fais depuis 1 an et demi, et qui ressemble étrangement à Pikachu, qui lui est parfaitement protégé, hein. Je prends Pokémon, comme ça on prend la licence la plus lucrative au monde. Il n'y a rien de plus lucratif en termes de licence que Pokémon. Donc on prend tout de suite Pokémon, qui auront des pouvoirs de nous attaquer de toutes les manières possibles. À partir du moment où je n'ai pas écrit Pikachu dans mon prompt, et que je me suis débrouillé pour formuler de toutes les manières possibles, alors je pense, parce que pour l'instant ce n'est que je subodore, il n'y a pas de certitude, on peut partir du postulat que s'il n'y a pas écrit Pikachu, je ne m'expose pas à des droits d'auteur. Mais c'est très dur de faire quelque chose qui ressemble à Pikachu sans parler de Pikachu. C'est très dur de faire un Picasso sans parler de Picasso. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des méthodes pour contourner, mais là quand même ça commence à demander beaucoup de pratique. Et c'est pas tout le monde qui pourra. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on pourra montrer patte blanche sur le respect des droits d'auteur. Si, écoutez, quand vous avez écrit votre prompt, ça ressemble étrangement à quelque chose, mais si ça n'a pas été écrit dans le prompt, alors ça montrera votre bonne foi. Tout de suite. Non, mais Deux questions sur les 10 000 € pour les assos. Est-ce qu'il s'ouvre à la possibilité que ce soit le cas pour les coopératives et les entreprises sociales aussi? Et autre question sans rapport. À partir d'une vidéo de 2 minutes réelle, je la nourris. Je lui demande 4 minutes avec de nouvelles scènes utilisant les mêmes visages et les mêmes images. Il sait faire ça? Nokia 3310. Mais iPhone 1, il semblerait que ce soit possible. Et première question, pardon, parce que je suis monotage. Non, il me semble, mais vous regarderez, hein, j'enverrai le lien, c'est surtout pour les associations. Voilà.
Et ça, vraiment, hein, prenez le temps de regarder, parce que des budgets de 10 000 euros, moi qui accompagne pas mal de boîtes sur ces sujets-là, très peu de sociétés, même des grosses boîtes, mettent 10 000 euros d'AdWords. Par contre, 10 000 euros offerts par Google gracieusement pour faire de la campagne sur le moteur de recherche, être au début des vidéos YouTube, etc., c'est beaucoup de bonheur. Hein. Parce que c'est toute la plateforme Google AdWords. Donc c'est pas juste les mots-clés sur Google. C'est être en début de vidéo YouTube, sur un sujet qui vous plaît, etc., etc. Avec en plus un petit assistant qui peut vous aider de A à Z sur la mise en place des campagnes. Juste pour compléter, nous on l'a fait, ça passe par Solidatech de mémoire, donc c'est TechSoup au niveau international, donc il faut être référencé Solidatech. Donc les je pense, oui. Du coup, ça donne accès à tous les outils Google gratuitement également, toute la suite Google, etc. Et il y a plein d'outils informatiques avec des énormes remises. Voilà. Ça, c'est important. Et vous l'avez fait, vous ? Et les 10 000 euros, on y a accès. Par contre, faut pas nous, on est sur un secteur d'insertion professionnelle sur le nettoyage. Et donc, par exemple, je voulais me référencer en tant que prestataire de nettoyage. Et là, ça marche pas parce qu'on est sur un secteur trop concurrentiel, trop commercial. Et là, c'est difficile pour Google d'évaluer qu'on n'est pas dans un rapport de communication. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petits malins qui, d'un coup, d'un seul, se découvrent une passion pour le milieu associatif pour pouvoir jouir de 10 000 euros de budget de campagne sur Google. Donc c'est une manière de protéger. Voilà. Oui. Pardon, c'est juste un témoignage pour l'utilisation, je ne sais pas si tu vas correspondre à ça. Quand on demande pour Pikachu, moi j'ai fait pareil mais avec les Star Wars, quand on demande, j'ai voulu faire des vaisseaux spatiaux pour mon fils qui a 10 ans, et puis quand tu demandes à l'IA de faire un vaisseau spatial Star Wars, il te dit non, tu ne peux pas utiliser Star Wars. Donc n'hésitez pas, j'allais dire, à demander. Il va vous dire ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, etc. Demandez lui-même comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne. Et ça, c'est 2-3 minutes, et après on arrive tout de suite à être tout à fait dédramatisé par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Pour vous, allez-y, foncez, quoi. Ça, c'est les tisseurs de liens, des témoignages. Bon. Et effectivement, c'est vrai que vous pouvez tout de suite lui demander quelles sont les limites. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un flou juridique. Ça veut dire que ChatGPT commence de plus en plus à être compliance, donc arrive à, quand même au bout d'un moment à respecter certaines règles et certains droits d'auteur. Donc au début, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi avec le modèle de génération d'images de ChatGPT qui s'appelle DALL-E, D-A-2-L-I, pardon, mais en anglais. Maintenant, il réduit considérablement et il fait respecter les droits d'auteur. Mais vous avez d'autres outils, comme celui que je vais vous recommander en freemium, mais l'autre qui est payant, dont j'en parlerai peut-être un peu moins, qui est Midjourney, qui est la référence. Là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il n'y a aucun respect de droits d'auteur et de licence. On fait absolument ce que vous voulez. Je pose Pikachu et Michael Jordan sur les épaules de Macron tous les matins. C'est-à-dire que vraiment, il y a zéro limite. Mais c'est ça aussi qui est assez dingue. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment. Mais vous verriez même au niveau artistique, ce que j'ai pu faire croiser les styles d'artistes, comme je parlais tout à l'heure, c'est juste dingue. Hein. Juste dingue. Et donc, je n'ai pas prévu d'en faire commerce derrière. Mais par contre, je suis en train de m'imprimer des choses, plutôt que de manière qualitative, qui vont être des pièces uniques dans ma maison. Et ça, je trouve ça assez grisant. Et profitez-en, parce qu'il y a un flou juridique. Dans 2 ans, on ne pourra plus toucher aux licences qu'on aime depuis de l'enfance. Hein. Là, faut... Alors attention, pas pour un usage commercial, mais pour vous faire plaisir ou faire plaisir à votre entourage, c'est le moment d'y aller, parce que c'est bientôt fini, ça. On va te laisser, on va t'applaudir très fortement. Voilà. Te remercier vraiment de temps que tu nous as consacré, de tout ce temps que tu as pris pour réfléchir parce qu'on en a parlé juste après Dapat, le dernier, hein, voilà. Et c'est formidable parce que quand on en a parlé, je m'étais dit oui, bon, il va le faire, mais c'est encore mieux que je ne pensais. Voilà. Super. Juste pour compléter, oui. Vous allez retrouver beaucoup de choses que je vous ai partagées aujourd'hui en allant un peu plus loin avec des cas pratiques. J'ai même créé une série Netflix pour montrer aux gens qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on a envie. Et il y a des focus sur l'éducation, des focus sur le milieu de l'entreprise, des focus perso. Vraiment, j'ai essayé d'apporter un guide pratico-pratique. Et là, après cet échange d'1 heure, 1 heure et demie ensemble, je trouve encore plus pertinent de lire ce petit bouquin. Voilà. Donc,
Ce petit bouquin, il va être à votre disposition à l'entrée, donc on va vous le donner entre deux, puisque là c'est un peu... Alors, avant que vous ne partiez, je voudrais donner la parole, d'abord vous dire les quelques mots pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire après. Bien sûr, il y a le cocktail, mais quand même, Tisseurs de liens, on fait quoi demain? Alors, demain, ma foi, nous allons créer une association, nous avons besoin de vous, de vos retours sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez en tête, etc. On va avoir un collectif, si je peux dire, un collège des associations dans lequel je vous invite à vous inscrire. Et c'est ce collège des associations qui élira peut-être une ou deux personnes qui sera au conseil d'administration de l'association Tisseurs de liens que nous allons créer. En-delà de ça, il y a également des projets d'action et de rencontres. Et il y en a un premier qui sera probablement pour début 2025. Ce sera sur le financement des associations. Comment savoir aller chercher les ressources dans le public et comment savoir s'exprimer et aborder des financeurs privés, parce qu'on reçoit de temps en temps des choses qui sont assez aberrantes. Donc on aura une demi-journée pour travailler là-dessus. Au-delà de ça, je voudrais inviter mes deux complices, Céline et Yannick, s'ils veulent bien s'approcher. Chacun de mes complices a des idées en tête, a des envies de faire, et comme Tisseurs de liens, ça n'est pas que l'intelligence d'une personne et les émotions d'un petit groupe, eh bien, on va enrichir nos projets de ce que c'est. Il arrive, Yannick, il n'est pas très loin, je l'ai vu, il est passé de l'autre côté, mais il vient. Alors, mais viens, Céline. On peut commencer par toi. Alors, le voilà, Yannick. Si tu veux. Alors, on va laisser... Donc, Yannick, avec qui, dès que j'ai commencé à parler de Tisseurs de liens, Yannick était là et nous avons réfléchi ensemble et nous avons des projets pour le futur. Je te passe la parole. Oui, alors je me présente, Yannick Pro. Moi dans la vie de tous les jours, je suis haut fonctionnaire et je m'occupe des réfugiés. Je suis secrétaire général à la délégation interministérielle de réfugiés. J'ai fait de la politique de la ville aussi, donc j'ai connu le tissu associatif et dans une position de financeur ou de donneur de subventions. Et puis je suis aussi passé du côté associatif, de l'autre côté, et j'ai vu la difficulté qu'il y avait à chercher des subventions, chercher des partenariats, obtenir un certain nombre de choses de la part de l'administration. Et ça nous a permis d'évoluer et aussi de réfléchir à ce que l'on pourrait apporter dans le cadre de Tisseurs de liens. Moi, à mon avis, c'est notre réflexion depuis ces derniers mois, il y a trois points que j'aimerais développer. D'abord, c'est pourquoi construire une communauté, les perspectives, les avantages que l'on peut retirer de construire une communauté. Alors, on est heureux, on se rencontre, c'est la première chose. Enfin, il y a quelque part, au-delà des apports extérieurs, type cette conférence remarquable qu'on a eue et qui n'est pas toujours facile, enfin c'est d'une qualité qui n'est pas toujours facile à trouver, eh bien c'est de partager ce qui existe déjà comme richesse d'expertise parmi les associations. C'est de mettre en commun nos expertises, nos bonnes pratiques et de les faire circuler. C'est également, par exemple, je donne quelques exemples que nous avons trouvés, mobiliser des campagnes pour recruter des bénévoles, qu'ils soient qualifiés ou non. Les qualifiés sont plus compliqués, notamment dans le numérique, on aime bien trouver des bénévoles. Et comment, justement, la communauté peut essayer de générer ce type de campagne. Formation, renforcement de capacité des dirigeants ou des autres membres de l'association. Ça peut être également l'éclairage sur diverses évolutions des décisions publiques qui vous affectent dans la vie courante de vos associations ou dans les secteurs particuliers que vous avez choisis. Là, c'est bien aussi de pouvoir décrypter ensemble en faisant intervenir des personnalités extérieures, mais en réfléchissant comment on peut répondre à ces évolutions de décisions publiques. On réfléchit aussi au dialogue que l'on peut avoir avec les réseaux d'élus, qui sont... alors vous en connaissez, vous avez souvent affaire aux élus, mais puisque Tisseurs de liens serait une association d'associations de niveau national, c'est d'aller directement dialoguer avec les associations d'élus et d'avoir une sorte de correspondance d'associations d'élus spécialisées dans les questions de femmes pour pouvoir faire évoluer les mentalités et les pratiques.
Et puis c'est l'objet de la réunion de janvier, c'est ce problème lancinant de la recherche de fonds, c'est comment améliorer notre recherche de financement, qu'il soit public, et vous le savez, c'est un travail compliqué, éparpillé, ça ne s'arrange pas, mais aussi philanthropique. Deuxième point, c'est faire un réseau, mais il y a, quand on crée une communauté ou des réseaux, différents niveaux d'intensité. Il y a, je dirais, le premier niveau, c'est de se mettre en réseau sur une plateforme numérique ou tout simplement par le biais d'une newsletter, et de temps en temps, on se retrouve. Et voilà, c'est déjà pas si mal, l'information s'échange, mais on n'a pas de stratégie, on n'a pas de feuille de route, on est simplement heureux d'échanger, de se retrouver. Le niveau dessus, et peut-être ça viendra un jour avec Tisseurs de liens, c'est de se dire, mais finalement, quand on discute, quand on est ensemble, on a des points de vue qui convergent, des positions qui convergent, des préoccupations. Cette communauté, elle peut peser, elle peut se faire entendre. À plusieurs, à beaucoup, on se fait mieux entendre sur un certain nombre de choses qui nous préoccupent. Et interpeller ceux qui peuvent nous répondre, et notamment les pouvoirs publics, pour qu'ils nous écoutent et répondent à nos préoccupations. Dans le cadre de dirigeants, j'avais fait passer effectivement le statut de conjoint d'artisans et commerçants, qui était vraiment inconnu, si je peux dire. On a fait un livre blanc sur ce statut. On l'avait apporté à Christian Jacob. Et la loi a changé. Et nous avons été très heureuses. On a mis 2 ans pour monter cela, mais on y est arrivé. Donc avec Tisseurs de liens, on peut peut-être arriver à des choses. Alors, évidemment, nous, sur les femmes en grande difficulté, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait pouvoir changer. Moi, dans ma pratique actuelle, comme fonctionnaire, j'essaye de faire évoluer la santé mentale des réfugiés. Beaucoup de choses existent, mais il y a encore des angles morts. Et pour faire bouger un sujet où il y a des tas de ministères, des tas d'opérateurs, c'est parfois beaucoup plus efficace quand vous avez tout le monde associatif qui se mobilise derrière vous. Et puis troisième évolution possible, peut-être là aussi à moyen terme, c'est un réseau de production. Comment on peut mettre en œuvre une action collective pour développer des pratiques innovantes, pour soumettre des recommandations, mais aussi pour produire une action, quitte à produire un guide, un prototype et un projet qui nécessiterait plusieurs partenaires. Alors, on va commencer de manière pragmatique. Kaizen, j'ai entendu, donc les petits pas. Déjà, il faut construire l'équipe noyau national avec des personnes volontaires. Et d'ailleurs, ça nous amène au troisième point. Comment on va développer ce réseau? Il faut qu'il soit vraiment, c'est notre mood, comme disaient nos enfants, c'est réseau centré. C'est pas une équipe nationale qui va impulser une communauté passive, c'est vraiment toute une chaîne de maillons qui sont là pour faire vivre la communauté. Il faut voir. Entre eux, indépendamment, c'est vraiment ce maillage très, très fort sur lequel on compte. Et donc on compte sur les compétences, les bonnes volontés, les propositions, la créativité de tous ses membres pour faire vivre cette association qui ne pourra pas d'ailleurs vivre sans vous. Je vous remercie. Merci. Céline, si tu avais des idées, rappelle-toi. Oui, vous avez dit à Céline, ce serait bien que nos dirigeants d'associations deviennent des entrepreneurs de l'économie sociale. À toi. Merci Daniel, merci Yannick. Ça va être vraiment très rapide. Donc Céline Evita, pour dire d'où je parle, effectivement, comme tu l'indiques, Céline Evita, donc, dans mon activité professionnelle, consultante droits humains et politique publique, j'accompagne un certain nombre d'acteurs qui sont d'ailleurs ici présents dans leur stratégie de relations institutionnelles, des acteurs qui adressent des enjeux de politique publique, je dirais, qui sont des angles morts, peu ou pas traités ou mal traités par les acteurs institutionnels. Et puis j'ai une activité aussi par ailleurs qui fait un peu le lien avec celle de Yannick, puisque je suis juge pour le HCR auprès de la Cour nationale du droit d'asile, donc aussi sur les sujets droits humains, réfugiés évidemment. Ravi d'avoir rejoint l'aventure d'APAT et Tisseurs de liens avec Daniel et Yannick avaient effectivement posé les bases et posé ce corpus que Yannick vient d'expliquer, vient de vous exposer. Effectivement, comme le disait Daniel, et ce sera ma seule participation, puisque voilà, après on se retrouvera dans l'action, ma seule intervention. L'idée pour moi vraiment au cœur de...
Ce réseau, il doit pouvoir servir à professionnaliser les acteurs que vous êtes et surtout à faire en sorte que vous puissiez conscientiser que vous êtes vraiment des entrepreneurs de l'ESS. Il y a cette espèce de mentalité qui a trait aux acteurs associatifs, alors souvent projeté par un certain nombre d'acteurs institutionnels qui, combien même vous êtes le bras armé de leur politique publique, vous considèrent comme de gentils petits acteurs de terrain qui font des trucs hyper sympas, alors qu'en gros il y a de l'impact de la valeur et parfois même des coûts évités pour la collectivité, faut quand même le dire, hein, puisqu'une fini, merci, voilà, merci beaucoup. Voilà, et donc l'idée c'est de se dire comment on adopte ce mindset, voilà, je me mets un peu à l'anglaise comme John Ayoun, comment on adopte cette mentalité qui est que, ok, on est des entrepreneurs, on est des dirigeants, on produit de la valeur et on voudrait être respecté en tant que tel, on est de véritables interlocuteurs, on apporte une plus-value. Et en ce sens, on n'est pas juste le petit acteur de terrain qui est là et qui est sympa et auquel finalement on ne donne pas vos chapitres, on ne le met pas autour de la table. Il est souvent à l'extérieur d'un certain nombre de réseaux, de discussions, de subventions, de financements qui pourraient permettre d'aller plus loin, de performer. Et donc c'est vraiment tout notre sujet de pouvoir voilà, faire en sorte d'apporter les petites briques ou en tout cas le soutien, parce que des fois il s'agit de ça, de se dire on est ensemble et on prend en compte ensemble, on prend conscience ensemble de notre force et on adopte une autre posture, un autre positionnement. Donc pour moi l'enjeu est aussi celui-ci et j'espère pouvoir voilà, le faire au mieux avec vous. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ça va être un petit temps de pause entre le moment où nous sommes entre nous et le moment où les invités qui demandent à vous connaître vont arriver. Patrick va prendre la parole. Là, vous avez l'impression d'être serré, mais c'est rien avec les